Bonjour à tous et merci de nous choisir pour un nouveau forum qui va s'intéresser cette fois-ci à une loi qui subdivise le territoire national togolais en 116 communes, loi intervenant dans la perspective des élections locales prévues d'ici 2018. Mais une loi qui passe mal dans la gorge de l'opposition togolaise. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Nagbanja Kampatib. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Boko. Oui. Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices de New World Télévision. Merci une fois encore d'être avec nous. Vous êtes le conseiller spécial du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral et porte-parole du parti ADI, parti d'opposition au Togo. C'est cela. Et député à l'Assemblée nationale togolaise. Également. On va revenir à ce sujet, le temps de passer par notre flash actu qui s'intéresse au G5, la force conjointe pour combattre le terrorisme qui est lancée ce dimanche au Mali. Docteur, quelle est votre compréhension de ce phénomène du terrorisme, phénomène mondial Alors, oui, la compréhension, notre compréhension, et je crois que c'est une compréhension admise par tous du terrorisme, est que on peut comparer le terrorisme à ce qu'on appelle un cancer dans l'organisme d'un individu. Dans notre société aujourd'hui, le terrorisme est réellement un cancer de la société qui mine pratiquement toutes les sociétés et qui s'étend dans toutes les branches. Il n'y a plus aucun continent qui peut dire qu'il est complètement exempt de terrorisme. Il y a encore des poches où ils n'ont pas encore réussi à faire des coups importants, mais ils sont partout. Il ne faut pas surtout que nous pensions qu'au Togo, il n'y a pas de terroristes. Il y en a de tous les bords. Ils sont peut-être dormants, mais c'est un cancer qui est extrêmement dangereux. Et c'est le corollaire de l'échec des sociétés modernes, de l'échec surtout de l'éducation, de l'échec du fait que la jeunesse est en désarroi, qu'elle n'arrive plus à trouver du travail. Et quand quelqu'un n'a pas de travail, eh bien, on dit l'oisiveté est mère de toutes les vices. Tous les jeunes qui n'ont pas de travail, quand on leur propose des idéologies fastidieuses, des idéologies complètement débiles, qui leur promettent le paradis, c'est en fait ce qui se passe parmi les terroristes. On leur promet le paradis. Quand ils vont tuer, ils iront directement au paradis. Alors, autant aller au paradis que vivre dans un monde où on n'a pas d'avenir. Donc, cancer, parce que ça s'attaque comme à tous les individus, à tous les pays. Tous les mais pays. C'est un phénomène difficile à cerner. Très difficile à guérir. Le cancer se guérit maintenant, Dieu merci, mais ça reste très difficile à guérir. Et c'est pour cela que, c'est vrai, aucun pays au monde ne peut résoudre la question du terrorisme tout seul. La mutualisation des forces est une donnée obligatoire. Alors, une initiative comme le G5, c'est une initiative qui est bienvenue. Parce que qui rassemble la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad. Le Tchad. Mais pour moi, je pense que ça devrait s'étendre à beaucoup d'autres pays. Il ne faut surtout pas que certains pays se mettent à l'écart en pensant que les terroristes sont à l'abri du terrorisme. Et il faut que tous les pays se mettent dans le mouvement pour que le combat du terrorisme soit un combat pour tous. Mais là-bas, pour combattre le terrorisme, surtout au Sahel, il y a déjà deux forces, les Nations Unies, MINUSCA. La MINUSCA, les forces Barkhane. Alors, comment pourra-t-on coordonner efficacement ces contingents pour pouvoir être efficace? L'agenda de la réunion d'aujourd'hui a pour objectif justement une meilleure coordination de toutes ces forces. Et j'espère qu'ils réussiront à le faire, parce que c'est un impératif. Si chacune de ces forces agit pour son propre compte, jamais on n'arrivera à éradiquer le terrorisme. Donc il est important que ces forces soient coordonnées. Et la réunion d'aujourd'hui, où le président français même a décidé de venir, les gens de l'ONU sont là. Donc je pense que la coordination va se faire de cette manière-là. Mais cette présence du président français ou des présidents français dans ce conflit malien, est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout. Lorsque nous disons que le terrorisme est un mal de toute l'humanité, et comme ils se sentent le plus menacés, et comme ils savent aussi que de par le passé, leur politique un peu hasardeuse en ce qui concerne particulièrement la gestion de la crise libyenne a entraîné une augmentation du terrorisme dans la zone, ils ont le devoir d'essayer de résoudre les effets de ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Donc c'est normal que le président français
s'impliquent là-dedans. Moi, je pense qu'ils devraient même encore s'impliquer plus que ce qu'ils ne font. Et une dernière question. Au sein de votre parti, est-ce que vous discutez de ces enjeux comme le terrorisme? Un jour, si vous arrivez au pouvoir, comment allez-vous vous prendre pour traiter ce problème? Bien, évidemment, s'il y avait un seul parti politique au monde qui avait le secret pour éradiquer le terrorisme, je crois que le terrorisme serait déjà éradiqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en tant que parti politique, nous pensons que c'est même la place où c'est les forces internationales qui doivent résoudre. Nous, à Adi, nous pensons même que les armées que nous connaissons, les armées de nos petits pays, sont des armées inutiles. D'ailleurs, nous voyons qu'elles ne servent qu'à quelquefois réprimer les populations qu'elles sont chargées de défendre. Elles devraient être des armées supranationales qui essaient d'assurer la défense de tous les pays ensemble et essayer d'éradiquer au premier lieu le danger actuel qui guette nos pays. Ce n'est pas la guerre entre nos pays. Le danger, c'est le terrorisme. Nous avons dépassé les années où le Burkina Faso se levait avec les Kalachnikovs pour attaquer le Mali. Je ne pense pas que nous soyons encore dans ce schéma-là. Je ne vois pas demain le Togo attaquer le Ghana ou le Ghana attaquer le Togo et vice-versa. Je ne crois pas que ça se fera. Mais par contre, que toute l'Afrique occidentale soit menacée par la mer avec la piraterie maritime et par la terre, par le terrorisme que nous connaissons, ça c'est un réel danger. Et si nos armées doivent s'occuper de ces dangers-là, il faut que ce soit des armées supranationales. Donc nous pensons que la défense de l'Afrique occidentale devient une défense nécessaire. Et donc ça nous amène déjà un peu vers le panafricanisme que nous défendons. Merci. Nous revenons donc maintenant à notre sujet, la loi portant création des communes au Togo. L'opposition togolaise est vent debout contre cette loi. Je vous demanderai pourquoi. Mais d'abord, cette loi, on a l'impression qu'elle est l'acte 1 du processus de décentralisation. Finalement, c'est parti, on m'a dit. On peut dire ainsi. On peut dire que c'est parti. De toutes les manières, avant de faire les locales, il fallait bien qu'on détermine où sont nos communes. Donc, c'était un passage obligé. Maintenant que la chose ne se soit pas faite tout à fait de manière consensuelle pour que tout le monde soit content de cette loi, c'est une autre affaire qu'il faut traiter. Mais je pense que... En politique, tout le monde n'est jamais content. Il y a toujours des mécontents. Oui. En politique, tout le monde n'est jamais content. Ceux qui sont au pouvoir tirent la couverture de leur côté, et nous retirons aussi la couverture de notre côté. Mais enfin, il faut simplement que chacun de nous, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, ait une idée en tête, c'est qu'il cherche le bien de la population. Nous réagissons lorsque nous pensons qu'il y a quelque chose qui se fait qui n'est pas tout à fait dans le sens du bien des populations que nous défendons. Et ça, nous le défendons toujours jusqu'à la dernière goutte de notre sang, pour ainsi parler. Mais est-ce que le processus menant au vote de cette loi a été inclusif? Est-ce qu'on a cherché la participation de toutes les forces en présence? Le gouvernement a fait semblant d'avoir amené toutes les populations à la participation. Comme je dis, c'était un faux semblant. Le gouvernement a mis en place... Vous savez, cette question de décentralisation, ça court depuis, enfin, je vais dire, au moment où on a commencé à en parler sérieusement, je vais vous dire, ça remonte à décembre 2012, où, à l'époque, Bawara, qui était encore à ce ministère, a réuni les partis politiques pour dire, bon, nous allons nous occuper de la décentralisation. Alors, ce qu'on va faire, nous allons mettre un comité technique en place qui va étudier en profondeur la question, qui va faire des propositions au gouvernement, et sur la base de ces propositions techniques, le gouvernement en décidera. Nous sommes en décembre 2012. Vous imaginez? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. En avril 2012, le Premier ministre Aoumé Zounou, à l'époque, écrit, après les négociations que nous avons eues avec Monseigneur Bariga et l'ambassadeur des États-Unis, pour obtenir un petit consensus qui nous permettait d'aller aux législatives. Voilà. Il a écrit officiellement pour dire
que les élections locales seraient organisées après les élections législatives, dans tous les cas avant la fin de décembre 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2017, on n'a pas vu l'organisation de ces élections. Mais par contre, ils ont mis le comité technique en place. Alors ce comité technique a travaillé. Ce comité technique a produit un travail intéressant, mais le rapport du comité technique, qui a été officiellement remis le 15 décembre, le 15 novembre 2014, 14 ou 15, je ne sais plus, 2015, au niveau de l'Assemblée, nous avons réclamé ce rapport, nous ne l'avons jamais eu. Nous ne savons pas pourquoi le gouvernement a gardé ce rapport technique qui est d'une qualité exceptionnelle. On l'a gardé. Nous avons réclamé à tue-tête. L'année dernière, nous l'avons réclamé encore à l'Assemblée nationale. On nous a répondu qu'il y avait quelques modifications, qu'il y avait des choses à faire dans ce rapport-là et qu'on attende. Et puis, comment avez-vous trouvé un rapport excellent si vous n'avez pas eu accès au contenu? Nous l'avons eu le jour du vote de la loi la dernière fois. Il y a le jour où on devait voter, le jour où on a commencé le travail en commission, le ministre de l'administration nous a apporté le rapport. Et c'est pour ça que je connais la date où ça a été remis. J'ai le rapport. C'est incroyable, mais c'est le jour-là que j'ai vu ce rapport. Je l'ai feuilleté. Je l'ai trouvé excellent parce que j'ai eu le temps de le lire. C'est pour ça que je le dis. Mais maintenant, ce rapport technique contient des propositions que le gouvernement a mis de côté pour proposer la loi sur laquelle nous allons revenir. Oui, le gouvernement a organisé plusieurs réunions sur la décentralisation. Est-ce qu'au cours de ces réunions, 2 ou 3, si je ne m'abuse, oui, est-ce que vous n'avez pas eu à discuter du contenu de ce rapport, ou en tout cas certaines ont... Jamais. Il n'a jamais présenté le rapport. Il y a eu une réunion en mars 2016 qui a défini la feuille de route. Mars 2016, la feuille de route de la décentralisation. En 8 points ou quelque chose comme ça. À cette réunion, il n'a pas été question de discuter de ce rapport. Et dans la feuille de route de la décentralisation, il était dit qu'il y aurait des réunions techniques. Il y a eu une réunion en décembre passé. Ce rapport n'a pas été discuté. Et cette réunion, de nouveau, a parlé de la mise en place du comité de suivi, le fameux comité de suivi dont je suis membre. Ce comité de suivi, le décret le mettant en place a été signé en janvier. C'est le comité. Ensuite, il a été mis en place nommément. On nous a mis. Moi, je suis membre de ce comité. Depuis ce temps, ce comité n'a eu qu'une réunion. La dernière fois à Sarakawa. Au cours de cette réunion, ce truc technique n'a pas été discuté. Il y a eu tout simplement qu'on nous a présenté la feuille de route et on nous a dit que la loi va être bientôt votée. La loi dont on l'avait introduite l'année dernière, une première fois. Nous l'avions reçue et tout d'un coup, on l'avait retirée, le gouvernement l'avait retirée. Et puis plus rien. Jusqu'à la dernière fois où on nous a ramenés en commission. Nous pensions que cette loi avait changé, mais c'était strictement la même que l'année dernière, sauf que, comme entre-temps, on a créé de nouvelles préfectures, donc ils ont ajouté les communes des nouvelles préfectures, et ce qui a porté le nombre total des communes proposées à 116. 116. Mais en commission, vous avez discuté en long et en large de cette loi. Il a fuité qu'au sein de la commission sur... la commission des lois, vous vous êtes entendu sur le projet. Si on s'était entendu sur tous les points, on ne serait pas parvenu à ce qui s'est passé à la plénière où tout le monde a constaté que la position dans son ensemble a voté contre la loi. Voilà ce qui s'est passé. En réalité, la loi dont on parle, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse. Je crois que les gens sont confus un peu. La loi qui a été votée est une loi qui donne le nombre des communes et le nom des communes. C'est tout. Dans cette loi-là, il n'y a que ça. Il est dit, le Togo est divisé en 116 communes.
les noms des communes par région et par préfecture sont tels. Je vous donne l'exemple, 5C, 2 communes qui s'appellent 5C1, 5C2. Tonne, 4 communes qui s'appellent Tonne 1, Tonne 2, Tonne 3, Tonne 4. Je passe tout le reste, j'arrive à Golfe. Golfe est composé de 7 communes qui s'appellent Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4, Golfe 5, Golfe 6, Golfe 7. Point final. Et il y a un article 2 qui ajoute que la délimitation, c'est-à-dire le ressort territorial et les chefs-lieux de ces communes seront déterminés par décret pris en Conseil des ministres. C'est comme ça qu'on voulait qu'on vote cette loi depuis l'année dernière. Mais sur insistance de nous, de l'opposition, en disant nous ne pouvons pas voter un blanc-seing en laissant le gouvernement faire le découpage comme il l'entend. Sur cette insistance-là, finalement, pendant la dernière commission, le ministre de l'administration territoriale a accepté nous faire analyser sur projection, pas sur papier, nous n'avons jamais reçu ce décret, sur projection, il a accepté que nous analysions le projet de décret qui sera pris après qu'on ait voté la loi. Donc, effectivement, nous avons analysé le découpage qui doit être pris après. Nous avons analysé ce découpage. Comment est-ce que les communes, comment on regroupe les cantons pour faire des communes? Nous avons eu l'opportunité d'analyser ça. Et sur plein de situations, nous n'étions pas d'accord avec le gouvernement. Mais comprenez qu'il fallait que les choses évoluent. Nous avons consenti l'effort d'accepter un certain nombre de choses. Nous avons dit, OK, on peut estimer qu'on continue, mais il y a une chose sur laquelle nous pensons que c'est complètement débile, c'est le nom des communes. Pendant la commission, nous avons insisté là-dessus. Nous avons même fait des amendements. Et vous savez, dans les travaux en commission, c'est les membres de la commission seuls qui votent. Et la commission des lois est composée de 10 députés, 6 du parti au pouvoir et 4 de l'opposition. Alors, les amendements que l'opposition a voulu faire, les propositions que l'opposition a faites, a été rejetées en commission. Mais ils ont été les choses rejetés. une à une. Oui. Pourquoi le nom des communes devrait poser problème? Écoutez, soyons vraiment honnêtes, tout simplement. Le gouvernement dit, nous avons dit ceci, que si, comme on fait des regroupements des cantons, si on prend le nom d'un canton et on en fait le nom de la commune, que certaines populations pourraient rejeter. Ça a été l'un des arguments. Ils ont pressenti et ils ont dit, nous avons fait des consultations et tout le monde a dit qu'on était d'accord. Ensuite, ils ont dit, mais dans certains pays, on a nommé aussi des communes par des numéros. Comme Paris, par exemple, Paris 9e. Je m'inscris en faux. C'est faux ce qu'ils ont dit. Et je le répète, c'est faux. Pourquoi? En France, toutes les communes ne s'appellent pas numéros. On a donné la commune de Saint-Coulis, où notre compatriote Kofi Yamian a été maire. Mais il y a des communes qui portent également des numéros. Mais oui, nous leur avons proposé ça. Nous avons dit, si vous estimez qu'il y a des regroupements où les populations pourraient rejeter le nom, vous pouvez mettre des numéros là-bas, si c'est ça qui agrée aux populations. Mais pour beaucoup de communes, ça ne pose pas de problème. Vous avez même fait une aberration. Regardez la préfecture d'Agognévé. Parce que le regroupement des communes, le regroupement des cantons, pour faire des communes, ce n'est pas partout. C'est dans la partie, c'est hors de la région maritime. C'est uniquement. Dans le Grand Lomé, ce qu'on appelait avant le Grand Lomé, qui va jusqu'à Agognévé, ils ont fait de chaque ancien canton qui est connu, une commune. Alors, on arrive à une aberration suivante. Agognévé est une préfecture qui comporte 6 cantons. Okay? Et chaque canton est connu à son nom. C'est Zanguera, c'est Toblekopé, c'est Détikopé, c'est Sabosito et c'est Agognévé même. Alors, voilà, nous avons Zanguera qui est un canton connu de tout le monde. Maintenant, Zanguera devient Agognévé, je ne sais même pas, je suis incapable de donner le numéro.
C'est justement même le problème. Quand ils ont parlé de numéros, j'ai posé la question ici, et je vous pose la question, vous en face de moi. Nous sommes à Lomé, moi je suis à Lomé depuis 40 ans. À Lomé, on avait découpé Lomé en arrondissements. Et on disait premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, quatrième arrondissement. Je vous défie de me dire quelle est la délimitation du premier arrondissement de Lomé. Je vous défie en tant que journaliste. Le deuxième, où il se trouve. Personne n'est capable de le dire. Pourtant, quand on dit le canton d'Amouti-V, tout le monde sait ce que ça veut dire. Eh bien, dans Lomé, on a fait du canton d'Amouti-V une commune. Pourquoi on va l'appeler Golfe 1 ou Golfe 2? Je ne sais même pas quel golfe c'est. Là où je vous parle. C'est là l'aberration. C'est-à-dire, nous avons besoin que les populations s'approprient leur commune. L'appropriation est une chose importante dans... Mais est-ce que ça poserait problème? Sur les papiers, ça s'appelait Golfe 1, mais les populations peuvent privilégier leur appellation. Non, les populations ne vont jamais... Ils ne sauront pas c'est où ma commune. Tu vas prendre quelqu'un de Sabado, tu lui dis... Il va dire c'est où? C'est Golfe combien? Moi, je ne sais pas. Mais je connais le canton d'Aflao... comment on appelle ça? Je connais le canton, mais je ne connais pas Aflao Gakri. Je ne sais pas c'est quel golfe c'est. Moi, je suis de Dapon. Je connais le canton, je connais la commune de Dapon. Je connais la commune de... Ce ne sont pas des questions mineures, avec de simples explications. Aflao Gakri égale canton Lomé 2 ou je ne sais pas. Vous êtes en train de dire que c'est mineur. Mais c'est extrêmement sérieux. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un de Zanguera va dire qu'il est d'Agonyévé? Il ne va jamais l'accepter. Il n'est pas d'Agonyévé, il est de Zanguera. Celui de comment ça s'appelle au nord là-bas? Celui ils ont détaché un canton de Zio à Détikopé. Comment vous allez voir quelqu'un d'Adetikopé va dire maintenant qu'il est à Agonyévé? Non, il ne va pas l'accepter. Donc j'ai dit... Pendant la négociation, j'ai dit il y a un problème qu'ils ont identifié, mais la solution qu'on a proposée est une mauvaise solution. Alors, en dehors de la dénomination ou des dénominations, oui. Vous ne partagez pas non plus le nombre de communes. 116, selon vous, c'est un effectif pléthorique. Hein? Nous n'avons pas trop insisté là-dessus, parce que le rapport technique, les techniciens qui ont fait le travail étaient même à 117 ou 118. Donc, le nombre ne... Bon, on se pose des inquiétudes sur la viabilité de toutes ces communes. Mais si la loi des transferts est correcte et si on donne à ces collectivités locales les compétences qu'il faut et le soutien qu'il faut, on peut les rendre viables. Donc, c'est une question... Pour vous, le nombre ne pose pas véritablement problème. Ça pose un problème mineur. Puisque nous avons fonctionné en hyper-centralisation pendant des années, si vraiment on prend la volonté de décentraliser, donc d'octroyer aux collectivités locales ce qu'il faut pour fonctionner, ça devra marcher. Oui, maintenant, rappelez-nous les critères qui ont présidé à ce découpage. On a parlé de démographie, de sociologie, d'histoire, de géographie. Comment sont-ils arrivés à découper le Togo en 116 communes précises? Pendant le débat, j'ai dit quelque chose qui a fait scandale. J'ai répété, j'ai dit qu'il n'y a pas de critères. Il n'y a pas eu de critères. Ils ont dit qu'ils ont utilisé le critère démographique, le critère géographique, le critère sociologique. Mais en fait, ils veulent parler des facteurs qu'ils ont utilisés. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le facteur démographique, ils ont utilisé le facteur géographique, ils ont utilisé le facteur sociologique. Non, ce n'est pas une question de terminologie. Le facteur peut être un instant. Oui. Le facteur n'est pas un critère. Quand tu prends le facteur, au sein du facteur, maintenant, tu définis le critère de façon précise. Je prends le facteur démographique. Quand vous prenez le facteur démographique, vous allez dire, nous avons 6 millions d'habitants. Le minimum pour avoir une commune, c'est 60 000 habitants. Ou c'est 50 000, ou c'est 100 000, ou c'est 20 000. C'est ça le critère. Le critère est quelque chose de mesurable. Maintenant, vous prenez le facteur géographique. Vous allez dire, nous voulons approcher les populations de l'administration. Donc, tout Togolais
ne doit pas être à plus de 20 km du chef-lieu d'une commune, ou bien 15 km, ou bien. Vous prenez le facteur sociologique. Nous allons revenir dessus. Aujourd'hui, vous savez, on parle tout le temps de la question ethnique, mais la question ethnique au Togo évolue à une vitesse grand V. À l'époque, les ethnies étaient une entité territoriale. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Les Moba sont partout au Togo, les Kabyles sont partout au Togo, les Évé sont partout au Togo. Il n'y a plus d'entité ethnique qui habite un lieu seulement, ça n'existe plus. Leur fief. Les Moba, je suis d'accord, mais ce fief-là, il est maintenant habité également par d'autres, et c'est important. Et donc, on dira, le facteur ethnique, c'est prendre en compte dans la commune l'ethnie dominante, ou bien l'ethnie qui était là depuis. On va définir ça, on va l'écrire, tous ces critères-là. Et ces critères seront transparents pour tout le monde. Et sur la base de ces critères, maintenant, on propose les communes. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont simplement dit, nous avons considéré. Alors, et nous avons dit, même si on considère ces critères-là, qui s'interpénètrent les uns avec les autres, il faut privilégier un critère. Et le critère qu'on doit privilégier, c'est le critère démographique. Parce que nous travaillons pour les hommes. Et c'est ce critère qu'on prend d'abord, et on ne dit pas qu'il faut le considérer seul. En ce moment, on le pondère. On pondère le critère démographique avec le critère géographique, l'étendue. Parce qu'il y a effectivement des zones très étendues qu'on est obligé d'en faire une commune parce qu'on ne peut pas laisser les gens trop éloignés des trucs. Et on le considère, on le pondère aussi avec les accidents. Il y a des populations qui sont dans les montagnes. S'ils sont dans les montagnes, qui sont inaccessibles, c'est vrai, on peut faire une commune. Mais tout ça là, ça doit être écrit pour que ce soit transparent. Ça n'a pas été fait. Qu'on aille, vous allez au ministère, demander qu'on vous sorte les critères qui ont conduit à l'élaboration des communes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On vous dira, nous avons considéré ceci, oui, mais ce n'est pas ça un critère. Il y a des critères sur lesquels vous auriez donné votre accord en commission. Par exemple, le fait que chaque préfecture ait au moins 2 communes et chaque lieu de chef de région, 4 communes. Il y a quand même eu certains... Si vous voulez, ils ont donné ce critère de base, qu'il fallait que chaque préfecture ait au moins 2 communes. Oui. Mais n'oubliez pas en arrière qu'ils ont découpé des préfectures à leur guise. Chaque chose a toujours un arrière-goût amer. Si on a actuellement les cantons, je vous assure, ils ont découpé le pays en cantons de manière aberrante. Déjà. Oui, mais selon vous? Non, je prends, vous savez, tous les jours, chaque village veut être canton. Pourquoi c'est aberrant? C'est parce qu'il n'y a toujours pas de critères. La dernière fois, on lui demandait, il dit qu'un village doit devenir canton seulement quand il a 6 000 habitants. Mais allez voir, vous allez voir comment sont découpés les cantons. L'ancien canton de Dapon comporte aujourd'hui 6 cantons. Le canton de Dapon est devenu 6 cantons. Alors, et ces cantons, quand on est revenu à la communalisation, on est obligé de nouveau de les regrouper en une seule commune. Voilà les aberrations. À quoi ça conduit? Si on n'avait pas, si on ne les avait pas, on n'avait pas saucissonné un petit canton, ce serait très facile. Le problème ne se poserait pas. C'était un canton. Comme on a fait du canton d'Amouti une commune, on aurait fait du canton d'Apon une commune sans aucun problème. Donc voilà, il y a des éléments politiciens. C'est vrai, chaque parti au pouvoir essaie de tirer la couverture de son côté, mais là, il y a eu vraiment des problèmes qui étaient trop flagrants. Trop flagrants. C'est ça qui nous a amené à nous dire, on veut que la décentralisation se passe dans de bonnes conditions. Nous aurions souhaité que cette loi soit votée à l'unanimité. Nous n'avons pas été, comment je vais dire, on n'a pas été contre. On a fait des propositions, on a dit, s'il y a ceci, on peut faire comme ça. La question de nomination, nous avons dit, OK, on peut accepter les numéros dans les zones où il y a des problèmes. Mais dans les zones où ça ne pose pas de problème, pourquoi vous voulez mettre des numéros? Pourquoi on a généralisé? Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Ils ont commencé à nous dire, il y a Bamako 1, Bamako 2, mais je leur ai dit qu'à Bamako, à côté de Bamako, il y a la commune de Kati.
Moi, je connais le Mali. Il y a la commune de Korikoro qui est à 50 km de Bamako. Kati, c'est même 20 km. Il y a une commune de Kati. Bon, donc, c'est faux ce qu'ils ont dit. Paris, ils ont dit, Paris maintenant, il y a les communes qui portent des numéros de Paris, c'est vrai. Hein, mais dans toute la France, les communes ne portent pas de numéros. Donc, en définitive, c'est une mauvaise loi, cette loi portant création des communes au Togo, au sein de votre parti. Non, avec le recul, je pense qu'ils ont voulu tirer beaucoup la couverture de leur côté. Ils ont fait une loi. Bon, somme toute, nous pouvons l'accepter comme telle, parce que sinon, nous marchons en arrière en ce qui concerne. Nous voulons aller à la décentralisation. Autant aller avec un exemple et essayons de voir si on peut améliorer. Donc, au finish, la loi est votée, on ne reviendra pas. Et avec leur majorité mécanique, la loi est votée. Maintenant, il est question de travailler pour gagner les élections locales. Oui, mais justement, et pourquoi cette polémique qui enfle au sein de l'opposition, on dit que c'est une loi tribaliste Oui. On a employé le mot tribaliste. Je voudrais qu'au Togo, on fasse très attention. Nous, à Adi, nous faisons très attention à l'instrumentalisation du mot tribalisme. Je pense qu'ils ont fait un découpage avec des arrière-pensées politiciens qui les arrangent. Ce qui est entre guillemets normal. Ce qui est entre guillemets normal. Mais c'est tellement flagrant que quand tu prends, à chaque fois tu prends à partir de Blita jusqu'à Dapon, de Blita jusqu'ici, on a 58 par ici, 58 par là, ça laisse penser que c'est des calculs politiciens, ça laisse penser que UNIR pense et croit qu'à partir de Blita jusqu'à c'est leur fief. Ça, c'est clair. C'est ça. Donc, ils pensent que, ipso facto, ils ont déjà des chances d'avoir 58 communes si on organisait des élections. Oui, mais les autres aussi, ils pensent que leur fief, c'est le sud du pays qui est défavorisé. Mais oui, je sais. Mais c'est ça l'instrumentalisation du fait politique. C'est ça l'instrumentalisation. Parce qu'aujourd'hui, la partie sud n'est plus une partie ethnique. À Lomé, ici, à Gonyévé, c'est plein de populations du nord. Vous voyez, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Moi, je dis, faisons attention de ne pas continuer à instrumentaliser. On l'a instrumentalisé déjà, ça continue. Mais faisons extrêmement attention. Le Togo ne peut pas se bâtir. Ce découpage n'est pas tribal. Ce découpage est politicien. C'est-à-dire, UNIR pense que c'est ce découpage qui l'arrange. Et c'est trop flagrant. Et ce n'est pas bon ce qu'ils font. Mais il ne faut pas non plus... Sont-ils déjà fait pour les élections locales si nous partons sur cette façon de voir les choses? Alors, si nous, de l'opposition, nous sommes aussi défaitistes, que nous pensons que le jeu fait, c'est extrêmement grave pour nous-mêmes. Eh bien, c'est ce que vous faites. Non, personne ne l'a dit. En entretenant la polémique, en disant que c'est une mauvaise loi, c'est une loi tribale, que vous ne conduisez pas à la démotivation de vos électeurs? Non. Il faut qu'on explique aux gens que ce qui est fait à dessein pour arriver à ce but et que nous ne voulons pas arriver à ce but. Nous pouvons nous battre. Non, c'est ce qui se dit. C'est les journalistes. Vous dites que c'est une mauvaise loi. Est-ce que vos électeurs vont pouvoir voter dans le cadre des élections locales? Entre une mauvaise loi et des élections locales, il y a un pas énorme. Moi, je suis là, je vais à Dapon demain, mardi. Je commence à expliquer à ma population. Je leur avais déjà dit l'année dernière. Le découpage tel qu'il est, ça correspond à quelque chose que chez nous, il y a. Enfin, dans le tone, bon, grosso modo, ce n'est pas trop mauvais. Non. Non. Finalement, au sein de l'opposition, vous ne parlez pas d'une seule voix. Non, je pense que nous parlons d'une seule voix. Je n'ai pas vu quelqu'un de l'opposition qui a dit que ça ne l'arrange pas, qu'il n'ira pas aux élections. Qui a dit ça? L'ANC a dit, par exemple, que c'est une loi tribale. Oui. Et quoi encore? Qu'une mauvaise loi. Oui. Ils ont dit qu'ils n'iront pas aux élections si la loi la continue. Non, je ne crois pas qu'ils ont dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Mais si vous acceptez la loi, vous voulez faire avec, pourquoi la dénoncer? Non, quand une loi est mauvaise, on la dénonce. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons la changer. Il faut donc qu'on la dénonce. Mais maintenant, ça ne veut pas dire... Mais écoutez, nous sommes allés à des élections où ils avaient fait des découpages iniques. Nous savions que c'était des découpages iniques. Mais le pire, c'était de faire le boycott. Mais pourquoi vous ne dites pas que la loi est mauvaise, mais on prend acte?
Mais aujourd'hui, la loi, on n'a même pas besoin de dire qu'une loi, on prend acte. La loi, elle est là, elle est déjà votée, elle est votée, elle est là. Mais c'est ce que ça signifie. Une loi qui est votée, on prend forcément acte. Donc, mais on va pas. Ça ne va rien de critiquer. Ah non, 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 non. Quand vous dites ça, ça veut dire que nous devons croiser les bras. Si on a fait une loi mauvaise, on ne doit pas le dire. Non, on doit le dire. On le dit. Elle est mauvaise, mais cela n'empêche pas d'aller aux élections. Oui, ce que je dis, en disant que c'est une mauvaise loi, est-ce que ça n'a pas d'influence sur votre électorat? Mais en tout cas, pas sur mon électorat. Moi, mon électorat est prêt pour les locales. Ça veut dire que vous pouvez gagner les locales malgré les griefs que vous faites à ce découpage. Ça ne vous pénalise pas? L'opposition doit s'organiser pour gagner les élections, malgré ce que UNIR a fait en pensant qu'ils ont fait une loi à leur profit. On doit s'organiser pour gagner les élections. C'est ça notre rôle. Et nous devons le faire et nous pouvons le faire. Voilà. Et ils s'apercevront que malgré les petits calculs mesquins qu'ils ont faits, nous sommes capables de gagner. Mais il faut qu'on les dénonce. Si on ne les dénonce pas, les gens ne sauront pas qu'il y a eu ça. Il faut qu'on le dénonce. C'est en ça même que les populations doivent se mobiliser en disant « Ah, ils ont voulu... » Le problème en le dénonçant, ça veut dire que vous dénoncez tout le processus. Mais non, nous n'avons pas de... Nous avons dit que le processus est lent. Ils font une chose par an, 2 choses par an, parce qu'ils ont peur des élections locales. Ça, nous le disons. Au truc de surveillance, le Premier ministre a répété plusieurs fois, 3 fois, 4 fois. Qui a peur? Qui a peur? Je n'ai pas eu la parole pour le dire. Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui avez peur des élections locales. Nous, là, on n'a pas peur. Oui, mais vous ne pouvez pas avoir peur parce que vous n'avez aucun maire, aucun président de délégation spéciale aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre. Comment ça, nous n'avons rien à perdre? Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais vous ne pouvez pas avoir peur parce que... Au contraire, si non, ils ont les délégations. Non, ils ont les délégations spéciales dans leur poche. Oui. Ils ont fait une loi qui tire la couverture de leur côté. Ils ont mis tout ce qui est possible pour eux pour gagner. C'est maintenant. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez que depuis 2 semaines là, ils viennent plus souvent sur les chaînes nationales. Avant, on ne les voyait pas. Je parle des gens de l'UNIR. Ces jours-ci, ils sortent, ils ont le courage de sortir parce qu'ils pensent qu'ils ont tout gagné à l'avance et gagnent sans élection. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on dise à la population, voilà ce qui se prépare. Ils ont fait une loi à leur avantage pour gagner, mais vous, population, soyez mobilisés pour faire échec à ce processus. C'est ça que nous voulons dire. C'est la raison d'être. C'est ce que je dis ici. La loi n'est pas bonne. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas très bien. Je parle de façon générale. Mais je dis que moi, dans ma circonscription, dans mon côté électoral, à part les noms... C'est une bonne loi. Oui, non, je ne ai pas dit que c'est une bonne loi. Pourquoi? Non, je ne l'ai pas dit. Que vous n'avez pas de problème avec ce découpage. Les populations n'ont pas de problème avec ce découpage. Oui, ça veut dire que c'est une bonne loi. Mais je parle pour le Togo. Je ne parle pas pour Tonne seulement. Je parle de la loi telle qu'elle a été faite pour l'ensemble du Togo. Je suis député de la nation. Je ne vais pas me cantonner toujours dans mon petit coin en disant dans mon petit coin il y a ceci. Non, je ne suis pas égocentriste. Je parle du pays. Dans l'opposition, si vous vous organisez pour aller de façon unitaire à ces élections locales, est-ce que vous n'aurez pas beaucoup de choses à gagner? Ça, c'est évident. C'est ce qu'on a toujours dit. Mais chaque chose en son temps. Ce n'est pas ce que vous avez toujours fait. Chaque chose en son temps. La dernière élection législative, nous sommes allés quand même en 2 regroupements. C'est déjà pas mal. Et puis après, on verra pour la suite. Les législatives, c'était fait en regroupement. Les gens oublient ça souvent. Donc, les locales aussi peuvent se voir en regroupement. Et puis, ça peut se voir de façon différente. Vous voyez, ce n'est pas tant la question des regroupements qui fait gagner. C'est le problème. En fait, au Togo, actuellement, c'est le système électoral qui est le problème. Il faut que nous nous mettons ensemble pour nous battre, pour avoir des conditions d'élection acceptables. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous mettre ensemble pour des questions thématiques. Sur la décentralisation, nous nous entendons pour faire les choses ensemble. Maintenant, quand il arrivera aux élections, nous verrons avec qui on va se mettre ensemble pour gagner les élections. C'est encore prématuré. Merci, docteur Nagwandja Kampatib.
Merci, c'est pourquoi c'est fini. Oui. Déjà, le temps. Conseiller spécial du président de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral et porte-parole du parti ADI. Vous restez avec nous dans la seconde partie. Tout à l'heure, nous revenons sur ce sujet, la décentralisation au Togo, avec le président du PSDT, le Parti démocrate socialiste du Togo, monsieur Laurent Lawson, qui nous rejoindra pour cette seconde partie. À tout de suite.